Le trauma et ou un stress intense peut désactiver l'hippocampe. Du coup, il y a des événements qui, au lieu d'être dans notre mémoire explicite, sont stockés en fait dans notre mémoire implicite, donc du coup auxquels on n'a pas accès, mais auxquels on a accès que sous forme de sensations finalement et ressentis sans pouvoir mettre de souvenirs concrets dessus. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de soucis, je suis hyper ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode sur la différence entre mémoire implicite et mémoire explicite. C'est un sujet qui est hyper important et c'est surtout une différence très importante à faire et à comprendre, la différence entre la mémoire implicite et explicite si voilà, tu veux te comprendre mieux. Et j'insiste sur le fait de se comprendre mieux parce que souvent quand on a l'anxiété, on peut avoir beaucoup de culpabilité ou se flageller un peu en disant mais pourquoi je réagis comme ça? Quand on comprend la mémoire implicite, tout a beaucoup plus de sens. Donc voilà, si tu veux te comprendre mieux, comprendre éventuellement tes traumas, t'en libérer, transformer ton monde intérieur et ton monde extérieur, la mémoire implicite, c'est hyper important à comprendre. Donc, on plonge dans le cœur du sujet tout de suite. On a la mémoire implicite, on a la mémoire explicite et on a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Si quelque chose est pas important ou que c'est pas important que tu le retiennes, tu sais, c'est le scénario où tu vas apprendre pour un examen, tu sors de l'examen et t'as tout oublié parce que tu sais que tu réutiliseras jamais toutes ces informations. Je pense qu'au lycée, même dans les études, on l'a beaucoup fait, ça. Voilà, si c'est pas important ou c'est pas important que tu le retiennes, ton cerveau, il oublie, hop, ça va dans la mémoire à court terme, c'est bon, et après, c'est zappé. Mais si c'est quelque chose qui semble important, ça va être stocké dans la mémoire à long terme. Donc ici, on va plutôt parler de la mémoire à long terme, et là, on va différencier entre mémoire implicite et mémoire explicite. Donc commençons avec la mémoire explicite. Dans la mémoire explicite, les faits sont stockés dans cette mémoire à long terme, comme appartenant au passé. C'est par exemple, dimanche dernier, je suis allée à la mer avec des amis, j'ai préparé un pique-nique, ensuite j'ai pris ma voiture pour les rejoindre, le soir, en rentrant, je suis passée chez Carrefour parce que j'avais besoin de papier toilette, j'ai acheté du papier toilette, je suis rentrée chez moi. Tu sais consciemment que ça appartient au passé. La mémoire explicite, c'est ça en fait, c'est le fait de se souvenir consciemment des choses. Donc quand tu te souviens de dimanche dernier, tu te vois sur la plage, ensuite tu te vois reprendre ta voiture, chercher des clés de voiture dans ton sac, te garer au supermarché, passer à la caisse avec le papier toilette, etc. etc. Donc j'ai très clairement un souvenir. La mémoire explicite, c'est aussi, si je te pose la question par exemple, dis-moi quels animaux sont des animaux marins. La baleine, les poissons, ok. On sait quels sont les animaux marins. 2 plus 2, 4. Ok, tout ça, c'est la mémoire explicite. Ça peut être des choses autobiographiques ou ça peut être juste des faits que tu sais en fait, de l'information. La mémoire implicite, elle est différente. Elle est beaucoup plus ressentie, vécue. C'est plus dans les sensations, en fait, la mémoire implicite. On pourrait la décrire comme les choses dont on se souvient inconsciemment, sans effort. Comme par exemple, savoir faire du vélo, nager. C'est presque difficile à décrire avec des mots, en fait. Si je te disais comment on fait pour faire du vélo, tu pourrais me dire je m'équilibre et je pédale en même temps. Mais moi, là, j'ai du mal à décrire, en fait. C'est un peu difficile à décrire. Ce que tu pourrais me dire, c'est quand est-ce que tu as appris, quelle était la couleur de ton vélo, où est-ce que tu as appris, avec qui, quel âge tu avais, etc. Ça, c'est de la mémoire explicite. Mais le fait de savoir comment faire du vélo, ça a été stocké dans la mémoire implicite plutôt comme une sensation. Et il y a plein de choses qu'on retient comme ça, tristes ou joyeuses, dangereuses ou sûres, et ça nous sert bien. La mémoire implicite, elle peut être à notre service ou à notre disservice, on dit en anglais, on va voir la différence. Mais la mémoire implicite, typiquement, c'est aussi, tu sais, ces trajets, un trajet qu'on fait tout le temps,
Et j'arrive chez moi et je sais même pas comment je suis arrivée chez moi en fait. Pourquoi tu sais pas comment t'es arrivée? Parce que tu sais conduire, tu connais le trajet et du coup en fait tu pensais à autre chose et t'étais en pilote automatique. Et ça c'est la chose super intéressante d'ailleurs avec la mémoire implicite. Tu peux retenir quelque chose que ton cerveau estime important sans avoir à y penser. Ce qui est absolument génial parce que si à chaque fois que je me mets au volant de ma voiture il faut que je réapprenne à conduire, ça va être un peu compliqué. Donc maintenant, pourquoi mon cerveau déciderait que c'est important sans que j'aie à prendre la décision consciente de m'en souvenir? C'est ça la question. Si la mémoire implicite, c'est le fait de retenir sans effort conscient ce que mon cerveau estime qui est important, qu'est-ce qui fait que mon cerveau décide que c'est important? Ça peut être 3 choses principales, ou en tout cas moi j'en ai sélectionné 3. Ça peut être si tu le fais souvent, et tu le fais tellement souvent que t'as pas le temps de le réapprendre à chaque fois. Donc c'est ce que je viens de dire avec le fait de conduire par exemple. Ça peut être aussi, peut-être que, je sais pas, quand vous prenez votre douche par exemple, vous avez les étapes, vous savez exactement ce que vous faites, ou quand vous vous mettez au lit, vous avez vos étapes aussi et vous réfléchissez pas en fait. Donc ça peut être, voilà, je le fais tellement souvent que c'est super important. Ça peut être aussi super important, la deuxième chose, c'est quand il y a une grosse charge émotionnelle. Alors, bonne ou mauvaise, hein. Bonne, ça peut être la naissance d'un enfant, un mariage, mon diplôme, si je suis entrepreneur, le premier client que j'ai signé, etc., etc. Donc, quand il y a une grosse charge émotionnelle, donc si tu veux te souvenir de quelque chose, ressens des émotions fortes. Par exemple, si tu es entrepreneur, quand quelque chose se passe bien, célèbre à fond, que tu sois entrepreneur ou pas d'ailleurs, mais comme ça ton cerveau il associe ça à une émotion agréable. Donc par exemple voilà, quand t'as fait quelque chose qui te faisait peur mais t'es passé au-dessus, je sais pas moi, fallait que tu fasses ce live sur Instagram et ça y est t'as fait ton premier live sur Instagram, ou quand t'as envoyé ton premier devis, quand t'as fait un appel de vente et que t'as closé la personne, quand t'as créé ton premier programme en ligne, etc., etc. T'avais peur mais tu l'as fait et maintenant t'es soulagé, célèbre à fond parce que ton cerveau il va associer le fait de se sentir bien à cette chose. Et la prochaine fois que tu veux te sentir bien, voilà, par exemple dans mon cerveau, au lieu du chocolat, il va me proposer d'aller gagner de l'argent ou d'aller m'entraîner à la course à pied ou tout autre objectif que je me suis fixé et que j'ai à un moment atteint, même si c'est pas mon objectif, mon gros objectif final, mais des steps en tout cas que j'ai atteints et que j'ai célébré et donc du coup que j'ai chargé émotionnellement de façon positive. Donc célèbre. Voilà une raison vraiment scientifique là de se célébrer. C'est pas juste vaudou, c'est vraiment pour associer une charge émotionnelle positive à quelque chose qui te fait avancer dans la direction où tu veux aller. Une troisième raison pour laquelle mon cerveau peut estimer que c'est important de retenir, c'est des choses que je ressens souvent. Par exemple, j'ai parlé du chocolat là, juste avant. Par exemple, quand je mange du chocolat, je me sens bien. Prenons cet exemple-là. Donc, mon cerveau, il se dit, quand Camille veut se sentir bien, je vais lui suggérer le chocolat. Donc, cette association émotion-mémoire implicite, elle peut être utilisée à notre service, hein, quand on célèbre, là, avec l'exemple que j'ai donné, par exemple. Donc, on va associer finalement nos objectifs à une charge émotionnelle positive, donc génial. Mais bien sûr, elle peut se retourner aussi contre nous. Peut-être que le chocolat, c'est plus dans cette catégorie-là. Je sais pas, bien que le cacao ait plein de bienfaits. Voilà, mais par exemple, quand on est hyper en proie à l'alimentation émotionnelle ou qu'on consomme des substances, l'addiction, elle est formée dans la mémoire implicite, par exemple. C'est un autre sujet, je vais pas aller là-dedans. Mais voilà, cette association émotion-mémoire peut être utilisée à notre service comme nous desservir. C'est pour ça aussi que détourner systématiquement les enfants, par exemple, de leurs émotions avec des bonbons ou je sais pas quelle autre chose, c'est si mauvais, parce que du coup, ils vont associer le fait de gérer leurs émotions ou se sentir bien avec les bonbons, le sucre ou les jouets, etc. Mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Ce qui est important à comprendre ici, c'est que ni le cerveau, ni l'esprit ne peuvent simplement créer des souvenirs comme une caméra le ferait, comme une caméra qui fait un film, en fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Ici, je vais vous expliquer ce que le docteur Dan Siegel explique très bien dans ses livres Mindside, Mind, entre autres. Dr Dan Siegel, il a beaucoup étudié le cerveau, mais pas que le cerveau. Mind, c'est vraiment l'esprit en anglais. Il fait énormément de liens. Comment utiliser finalement son cerveau pour vivre bien. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que, en fait, d'abord, notre mémoire, c'est pas une image. En fait, d'abord, on reçoit un flot comme ça de paquets de données
qui sont des données sensorielles, hein, donc de sensations, en fait, des données sensorielles brutes. On reçoit ça du monde extérieur. Et ces données-là, elles sont dispersées dans le corps, dans nos nerfs et dans notre tronc cérébral. Et notre tronc cérébral, c'est vraiment ce cerveau reptilien. Hein. C'est là où il y a notre détecteur de menace aussi. Ce tronc cérébral primitif, c'est une des premières... partie du cerveau du point de vue de l'évolution, et c'est celle encore une fois qu'on partage avec les reptiles, hein. Ce tronc cérébral, il n'a pas de souvenir conscient. Donc il n'y a pas de mémoire explicite à cet endroit-là. Donc qu'est-ce qui fait que toutes ces données sensorielles, là, elles deviennent une mémoire explicite, où je suis capable de dire dimanche dernier, j'ai fait tac tac tac, j'ai été à la mer, j'ai été chez Carrefour, j'ai acheté du papier toilette, etc. Pour qu'il y ait une véritable mémoire permanente, donc mémoire explicite, le docteur Siegel, il nous dit on a besoin de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette partie du cerveau qui se trouve au-dessus du tronc cérébral, qui est au niveau du système limbique. Hein, vous avez peut-être entendu parler du système limbique, qui est le siège émotionnel des émotions. Il se trouve dans le lobe émotionnel limbique. Et donc, l'hippocampe, cette partie du cerveau, elle est chargée de faire deux choses. Elle est chargée de faire de ces données sensorielles brutes une image cohérente, en fait, de les intégrer à un tout cohérent. Donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième mission de l'hippocampe, ou la deuxième fonction, en tout cas de l'hippocampe, c'est d'apposer sur les souvenirs une étiquette temporelle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire transférer en fait toutes ces données dans la mémoire permanente à long terme, où elles pourront être récupérées ultérieurement, quand on en a besoin. Quand j'ai besoin d'ouvrir le tiroir de, je sais pas moi, ce qui s'est passé l'année dernière, le jour de mon anniversaire, et ben hop, je me souviens et je vais consciemment en fait faire appel aux souvenirs. Et c'est ça qui me permet de dire ce que j'ai fait dimanche dernier, par exemple, ou exactement ce que je viens de dire là, qui était présent à mon anniversaire l'année dernière. C'est vraiment cet hippocampe. Et donc l'intervention de cette partie du cerveau, l'intervention de l'hippocampe, c'est le seul moyen de faire entrer toutes ces données sensorielles brutes dans la pensée consciente. Et ça va se produire au niveau du cortex préfrontal, qui est la partie cognitive la plus élevée et la plus récente aussi d'un point de vue de l'évolution du cerveau. Donc la mémoire explicite, c'est ce à quoi on pense en fait en tant que mémoire. C'est une mémoire pensée, une mémoire cognitive, hein, je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un souvenir dont on peut se souvenir dans notre cerveau pensant. Dan Siegel, il dit c'est l'ensemble du film en fait. C'est vraiment l'ensemble du film auquel les parties supérieures de notre cerveau, donc l'hippocampe, le cortex préfrontal et tout, elles ont donné un titre, exemple, anniversaire, on est quoi là, en 2022, donc anniversaire en juillet 2021. Et hop, tous les souvenirs associés, ces données-là, elles sont bien classées dans anniversaire juillet 2021. Mon anniversaire est en juillet. C'est ça qui me permet de distinguer le passé du présent. Si l'année dernière, je vais continuer sur mon élan de l'année dernière, si l'année dernière je me suis fait morte par un chien dans la rue, par exemple, c'est mon cortex préfrontal qui aujourd'hui, quand je vois un chien dans la rue, me permet de dire « ça c'est un chien » et c'est ce chien-là maintenant, par opposition au chien qui m'a mordu l'année dernière. Okay, c'est vraiment mon cortex préfrontal qui me permet de me dire le présent c'est le présent, le passé c'est le passé en fait. Donc le cortex préfrontal, mais qui fait pas les choses tout seul, hein, il y a eu cette intervention de l'hippocampe. Et on l'a vu, c'est seulement grâce à l'intervention de l'hippocampe que la mémoire devient explicite, qu'elle est rangée bien correctement dans un tiroir avec un titre, et qu'on a l'ensemble du film, on a quelque chose de cohérent et qu'on est capable de situer dans le passé. Le problème, c'est quand l'hippocampe n'est pas disponible ou qu'il est comme débranché, en fait. Et il y a au moins 4 façons que distingue le Dr Siegel, dont l'hippocampe peut ne pas être disponible, peut être comme débranché. On aime bien dire en anglais, on dit offline. Je trouve que c'est une super bonne expression, comme s'il était hors ligne, en fait. L'hippocampe, il n'est pas dispo. Et ça signifie quoi ? Ça signifie que nous, les humains, on peut facilement ne pas se souvenir d'événements traumatiques. Et on va voir pourquoi, on va voir comment c'est quoi ces 4 façons dont notre hippocampe pourrait être hors ligne. Et du coup, ça empêche ces sensations de devenir de la mémoire explicite. Alors d'abord, de la conception à l'âge de 36 mois. Même chez un enfant en parfaite santé qui a un attachement sécure, voilà, où tout va bien, ses parents sont là, etc., l'hippocampe ne fonctionne pas encore. Jusqu'à 36 mois. Il n'y a pas assez de myéline, en fait, pour que ça fonctionne, donc l'hippocampe, il est tout simplement pas en ligne, encore, avant 36 mois. Donc les événements qui se produisent même au cours des 45 premiers mois, on dit, de la vie, ils deviennent pas automatiquement des souvenirs conscients. Et ça c'est super important. Si je reprends l'exemple du chien, mettons que à 6 mois, je me suis fait morte par un chien, et puis à 2 ans, je suis à nouveau mordue par un chien, toujours sur la main, par exemple.
je vais avoir un sentiment de peur en fait quand je vois des chiens. Je vais avoir même peut-être une sensation de douleur dans mon corps, je vais avoir des souvenirs, mais tous implicites en fait. Un sentiment de peur, une sensation de douleur dans la main, un visuel de quoi ressemble un chien, un son d'aboiement peut-être une sensation dans le corps qui je sens que j'ai envie de courir en fait, j'ai envie de me préparer à courir, j'ai toute cette énergie là dans le corps. Mais il n'y a pas de choses explicites en fait. Et ça, c'est typiquement la mémoire implicite. La mémoire implicite, en fait, elle est encodée, elle est restée à l'état pur. C'est vraiment juste un ensemble de ces paquets de données sensorielles, là, de mémoire corporelle, en fait. Il n'y a rien de mémoire corporelle brute et inconsciente. Il n'y a rien qui a été porté à la conscience, en fait. Dr Siegel, il nous dit, sans hippocampe fonctionnel, les données, en fait, elles sont éparpillées dans le corps. Donc, là, si je reprends mes 2 incidents de morsure à l'âge de 6 mois et à l'âge de 2 ans, il n'y a aucun des 2 incidents qui a été intégré dans un souvenir conscient qui soit cohérent. Et ils n'ont pas eu cette étiquette temporelle dont je parlais tout à l'heure. En anglais, on dit time tag. Il n'y a pas eu cette étiquette temporelle. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour cette personne quand, voilà, je sais pas, en tant qu'adulte, 20 ans plus tard, elle voit un chien? Eh ben, elle a peur et elle ne sait pas pourquoi. Et elle n'arrive pas à se raisonner, elle ne sait pas pourquoi. Elle entend même peut-être un chien aboyer sans le voir et son cerveau, il va récupérer le souvenir que la personne a du chien, mais de façon générale en fait. Elle n'est pas capable de dire ça c'est ce chien en particulier dans le présent et c'est pas celui qui m'a mordu dans le passé. Elle a peur des chiens, elle ne sait pas pourquoi. Et c'est super intéressant, je fais une petite digression ici, le fait que les données soient éparpillées dans tout le corps. Je vais juste prendre le mot anglais ici. Se souvenir en anglais c'est remember. Donc et member, les membres, c'est comme ramener tous nos membres ensemble en fait. Se souvenir, c'est ramener toutes ces données qui sont éparpillées dans le corps de façon pas du tout cohérente. Et le fait de se souvenir, de ramener dans la mémoire explicite, c'est vraiment ramener le tout, ramener toutes ces données dans un tout qui soit cohérent. Donc c'est super intéressant en anglais. Le mot lui-même parle vraiment. Nous, c'est pas ça en français, mais c'est super, super parlant. Remember, je remembre, en fait. Et le truc qui est vraiment, vraiment important à retenir ici, en fait, la leçon la plus importante sur cette intégration des souvenirs, c'est que quand je suis dans la mémoire implicite, la personne qui s'est fait mordre, là, à 6 mois, à 2 ans, elle a pas l'impression que ça vient du passé. En fait, quand elle entend un chien, elle a peur. Point final, elle se dit pas « Ah oui, j'ai été mordue à 6 mois, à 2 ans » ou « Oui, les chiens... » Non. Simplement, j'ai peur et je me prépare à courir, sans réfléchir. Je prends quelques secondes de cet épisode pour t'annoncer que j'accueillerai 16 nouvelles personnes en coaching à partir de fin octobre. Si tu veux accomplir des choses, que tu as des projets ou que tu sens que tu as besoin de changements profonds dans ta vie, mais que tu as la sensation qu'une force invisible te retient, que tes efforts ne paient pas, peut-être que tu as déjà fait un bout de chemin toi-même, mais tu sens que tu butes sur des sujets qui reviennent tout le temps, que tu es anxieuse et que tout ça, ça te donne l'impression de fonctionner mais pas de vivre pleinement, alors ce programme est pour toi et je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais partager très bientôt tous les détails du programme et des super bonus aux personnes qui auront rejoint la liste. J'insiste sur le point de la liste d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes et j'enverrai les infos vraiment qu'aux personnes qui sont sur la liste. Je me réjouis immensément de pouvoir t'accompagner et on retourne à notre sujet du jour. Deuxième cas de figure où l'hippocampe peut être comme débranché hors ligne, c'est au cours de ces fameux 45 premiers mois de développement là, dont j'ai parlé tout à l'heure. L'hippocampe, il peut être endommagé au cours de ces 45 premiers mois de développement. C'est pour ça qu'on parle aussi des traumatismes du développement. Si un nourrisson ou un jeune enfant, il est soumis à des expériences effrayantes répétées, par exemple, il y a des adultes hostiles dans la maison, voilà, il y a pas cet attachement sécure, La neurologie du tronc cérébral, elle est suffisamment perturbée pour que ça nuise au développement après des lobes cérébraux supérieurs. Donc en fait, c'est d'abord le tronc cérébral primitif comme ça qui se développe, puis après tout se développe au-dessus, en fait. Tous ces lobes cérébraux supérieurs, en fait, c'est juste des excroissances de notre tronc cérébral. Donc si c'est déjà endommagé au niveau du tronc cérébral, et ben après ça a des répercussions sur les lobes supérieurs. Et du coup, on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du tronc cérébral? Il y a l'hippocampe, notamment. Et l'hippocampe, cette partie du cerveau qui a pour mission de mettre ces données sensorielles là dans un tout cohérent et de faire qu'on peut avoir cette mémoire explicite. Donc, et l'hippocampe peut être du coup gravement endommagé au point qu'on ait comme ça des peurs irrationnelles et dont on n'arrive pas à sortir et qu'on comprend pas, en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer à tout âge. On va le voir après.
Troisième cas de figure, ça peut être après l'âge de 3 ans. Donc 45 premiers mois, c'est ça à peu près. Et après l'âge de 3 ans, même si l'hippocampe se développe bien et qu'il y a un traumatisme après l'âge de 3 ans et à tout moment de la vie, en fait, ça inonde le corps de tellement d'hormones du stress que ça peut débrancher à nouveau, en fait, comme éteindre, rendre hors ligne cet hippocampe. Si on sécrète massivement du cortisol, en même temps, on sécrète massivement aussi de l'adrénaline. Donc, si on a en assez grande quantité de l'adrénaline et du cortisol, en fait, ça désactive temporairement l'hippocampe. À long terme, ça peut même tuer les cellules de l'hippocampe. Il y a des études qui ont révélé, notamment il y a une étude de l'université de Washington, mais il y en a eu plein d'autres avant qui montrent, bon, ça a été des études sur les animaux, malheureusement, mais qui ont montré que le stress, il modifie en fait les propriétés des neurones de l'hippocampe. Et il y a d'autres études, cette fois humaines et animales aussi, qui ont montré que le stress réduit carrément le volume de l'hippocampe. Donc en résumé, l'hippocampe, quand il y a stress intense, l'hippocampe, il fonctionne pas bien ou pas du tout. Et on s'en souvient, c'est cette partie du cerveau qui permet d'étiqueter les souvenirs dans le temps. Et du coup, l'événement n'ayant pas d'étiquette dans le temps, il peut être réactivé à tout moment, sans conscience de notre part, par la mémoire explicite. Ça pourrait expliquer les flashbacks aussi, par exemple. Et puis une quatrième chose qui peut faire que l'hippocampe est désactivé comme ça, c'est la dissociation. Donc une personne, pendant un événement traumatique, elle peut se dissocier pour éviter de vivre le moment et pour pas s'en souvenir. Siegel il nous dit, on peut vraiment diviser son attention. Ça, on est capable de faire ça. Nous, les humains, par exemple, vous faites agresser. Je suis en train de me faire agresser et je me concentre sur un lieu que j'aime, par exemple. Je me débranche, en fait, et je me concentre sur un lieu que j'aime, par exemple, j'en sais rien, une belle plage. À ce moment-là, c'est vraiment comme si j'ai désactivé mon hippocampe. Mais malheureusement, on peut pas bloquer le codage et la mémoire corporelle, ces données sensorielles brutes, en fait. On peut pas bloquer le codage implicite. Donc on va avoir bloqué la mémoire explicite, mais pas l'implicite. Mettons que votre père ou votre mère vous ont abandonné, blessé, ignoré, c'est complètement illogique. Donc, et là la question c'est comment est-ce que je donne du sens à quelque chose qu'on n'a pas. Or la partie de notre hippocampe qui est le narrateur de nos histoires, elle est dans l'hémisphère gauche du cerveau. Mais elle doit faire appel à l'hippocampe de l'hémisphère droit. Donc l'hippocampe, il est entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, d'accord ? Donc, et c'est important, ça c'est cette fameuse intégration, mais je referai un épisode plus tard là-dessus sur l'importance de l'intégration au niveau du cerveau. Cet hippocampe dans l'hémisphère gauche, il doit faire appel aussi à l'hippocampe de l'hémisphère droit pour pouvoir stocker des données autobiographiques. Donc mettons que... je sais pas moi, votre père a bu, il vous a attaqué, vous vous êtes dissocié et vous avez pensé à la plage. Et vous vous retrouvez des années plus tard chez votre psy qui vous demande alors vous avez ressenti quoi ? Est-ce que vous étiez terrifié par vos parents ? Et donc votre narrateur de l'hémisphère gauche, il veut coopérer, donc il appelle le côté droit, l'hémisphère droit, il dit il y a des sentiments de peur vis-à-vis des parents là-bas, et le côté droit il dit rien ici Camille, que du sable et de l'eau. Mais votre corps il ressent la peur et vous pouvez avoir mal au ventre, des contractions ou d'autres symptômes physiques, et rien de tout ça ne sera conscient. Bon, t'as pas besoin de retenir les 4 cas de figure en détail. Ce qu'il y a à retenir, c'est que le trauma et ou un stress intense peut désactiver l'hippocampe, et que du coup, il y a des événements qui, au lieu d'être dans notre mémoire explicite, sont stockés en fait dans notre mémoire implicite, donc du coup auquel on n'a pas accès, mais auquel on a accès que sous forme de sensations finalement et ressentis sans pouvoir mettre de souvenirs concrets dessus. Donc maintenant, si ce qui est retenu dans notre mémoire implicite n'implique pas notre conscience, justement, comment est-ce que je peux commencer à en prendre conscience de tout ça? Peut-être que tu te dis là, c'est cool ce qu'elle me raconte, mais si j'ai accès à rien, parce que c'est dans ma mémoire implicite, je fais quoi? Je continue à me laisser balloter par ma mémoire implicite et par mes réactions que je comprends pas? Non, non. Alors on va pas dire qu'on peut accéder peut-être à notre mémoire implicite, mais en tout cas on peut en trouver des signes et des signaux à plusieurs endroits. Dans ce qu'on va appeler nos triggers avec un accent français, nos déclencheurs, ok, je vais revenir dessus. Et aussi dans toutes nos habitudes inconscientes. Par exemple, il y a une thérapeute aux États-Unis qui s'appelle Pat Ogden, qui est très très calée sur le trauma. Elle a énormément d'années de pratique. Et elle parlait d'un garçon qui était en séance et qui avait
des intonations interrogatives à la fin de chaque phrase, en fait. En fait, ces affirmations ressemblaient à des questions. Et donc, ce qu'a fait le thérapeute, c'est, il n'a pas du tout soulevé, il lui a juste demandé d'accentuer ça, d'accentuer cette intonation qu'il avait. Et juste en faisant ça, le garçon, en fait, a fondu en larmes parce qu'il a compris que, voilà, il avait cette intonation interrogative à la fin de chaque phrase parce qu'il cherchait la validation en permanence. Qu'on lui dise « oui, c'est ça, oui, c'est vrai ». Donc ça, par exemple, c'est typiquement une habitude complètement inconsciente, juste la façon de parler. Et ça, c'est un accès à notre mémoire implicite, par exemple. Ça peut être aussi, vous savez, quand vous voyez refaire des gestes que vos parents faisaient, mais que tu fais pas exprès, en fait, et tu t'en rends compte en le faisant. Ça vous est jamais arrivé, ça? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je fais quelque chose et puis je me dis « oh, mais c'est ma mère, en fait, qui fait ça tout le temps. » Ça, c'est quelque chose aussi qui est encodé, en fait, dans nos gestes, par exemple. Maintenant, si je reviens sur nos déclencheurs, nos triggers. Prenons un exemple de trigger. Alors, ce qui doit te mettre la puce à l'oreille sur est-ce qu'une chose est un trigger ou pas, c'est vraiment la disproportion, en fait. C'est... Bon, et je vais pas l'expliquer plus que ça, je vais prendre mon exemple, parce que c'est tellement clair dans l'exemple que vous allez tout de suite comprendre. C'est un exemple de la vraie vie, qui est vraiment arrivé, donc pas de jugement, s'il vous plaît. Mon compagnon va faire les courses un jour, et je lui dis, prends-moi, je sais pas, du thé vert, je vais inventer n'importe quoi, et des myrtilles. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi les myrtilles. Je prends mes myrtilles surgelées dans mon smoothie tous les matins. Il pense à toutes les choses, notamment les choses pour lui, et il me ramène pas les trucs que je lui ai demandé. Je me mets en colère parce que je pourrais pas faire mon smoothie demain matin, nanana, il pense jamais à moi, tata. C'était complètement disproportionné. Une colère ultra intense, qui a duré pendant quand même quelques minutes et de laquelle j'ai eu du mal à redescendre pour des myrtilles surgelées. Donc là, on peut clairement se dire, ok, il y a une disproportion. Et donc là, je vais me demander, ok, comment je me sens ? C'est quoi les émotions qui sont là ? Ok, je suis en colère. Quoi d'autre ? Je me sens abandonnée. Quoi d'autre ? Il y a un peu de tristesse aussi. Je me sens même un peu désespérée, à vrai dire. Ok. Ça, je me pose cette question. Qu'est-ce qu'il y a comme émotion une fois que je suis un petit peu redescendue, bien sûr, et que je peux avoir un tout petit peu de clarté. Et j'essaye vraiment de me concentrer sur ma réaction émotionnelle, pas sur l'interprétation. Vous voyez, j'ai bien dit, je suis en colère, triste, désespérée, je me sens abandonnée, tout ça, c'est une réaction émotionnelle. C'est mon ressenti. L'interprétation, et souvent, on est tenté d'aller tout de suite dans l'interprétation. L'interprétation, ça aurait été... il ne me considère pas, il pense qu'à lui, il est vraiment égoïste, etc., etc. Ça, c'était de l'interprétation, c'était pas ma réaction émotionnelle. Ok ? Ça, c'est très important, la distinction ici. Mes émotions, c'était la colère, la tristesse, le désespoir. C'était ça. Mais pourquoi j'ai eu ces émotions ? Parce que ce que mon cerveau m'a proposé, c'est « tu n'es pas considéré, il est égoïste, il s'en fiche, tu n'es pas aimable, dans le sens où on ne peut pas t'aimer, par exemple, pour des myrtilles. » Okay. Donc là, 3 choses à retenir de d'un épisode comme celui-là. L'explication, entre toutes les explications possibles de pourquoi il aurait oublié les myrtilles, celle que j'ai créée, c'est la pire. Celle que j'ai créée, c'est « je ne suis pas considérée ». Deuxième chose à retenir, cette explication qui est la pire, elle a rien à voir avec le présent. Elle a tout à voir avec le passé. Dans ce moment-là où je me mets dans une colère noire à cause des myrtilles, je suis pas en train de répondre au présent, je suis clairement en train de réagir au passé. Et la troisième chose à retenir, c'est que c'est pas toi qui choisis, en fait. Et là, dans cet exemple-là de trigger que j'ai pris, c'est pas moi qui ai choisi, c'est automatique. Je me suis pas dit, ok, quelles sont les possibilités ici, c'est ça ou c'est ça. Non. On va directement à la pire explication et c'est le cerveau qui le fait. Et pourquoi on va se chercher la pire des explications ? Quand je dis la pire, c'est la plus douloureuse pour nous, en fait, l'explication qui est la plus douloureuse pour nous. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est ce qu'on croit déjà, en fait. Parce qu'on va chercher la croyance implicite qu'on a absorbée très certainement, enfin souvent depuis l'enfance. Si je ne me suis pas sentie considérée à un moment ou de façon répétée dans mon enfance, en fait, je crois ça, que je ne suis pas considérable, en fait, que les autres ne me considèrent pas. Et donc, c'est ça tout de suite, c'est la première explication que mon cerveau va choisir. Donc, une petite pratique qu'on peut faire, là, et ça va participer à changer vraiment nos voies neuronales, je vais en parler juste après. Une petite pratique qu'on peut faire ici, c'est se poser 3 questions quand on a un trigger. Premièrement, c'est qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était quoi le trigger en fait? Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, c'est quelle était la réaction émotionnelle? Et troisièmement, quelle est l'interprétation? L'étape la plus délicate de cette pratique, je dirais, c'est vraiment la réaction émotionnelle, parce qu'on a tendance, et surtout quand on est activé, on a tendance à vouloir aller tout de suite dans l'interprétation. Si je vous demande, c'était quoi ton émotion? Qu'est-ce que t'as ressenti? Ah bah j'ai ressenti que c'était mal poli de sa part, qu'elle me considérait pas. Hein. Non, ça c'est pas ton ressenti. Ça c'est pas l'émotion. L'émotion c'est quoi? Tu t'es senti quoi? Triste. Ok. Je me suis sentie bouleversée. Ok, ça c'est une émotion. Donc, deuxième question, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxièmement, quelle était la réaction émotionnelle? Troisièmement, quelle est l'interprétation? Et au niveau de cette troisième étape, là, ce qu'on fait, et ça faites-le quand vous êtes redescendu un petit peu, c'est d'écrire d'autres interprétations possibles. Pourquoi est-ce qu'il aurait pu oublier les myrtilles? Je sais pas, il a été distrait quand il était au magasin, il y a quelqu'un qui l'a appelé, je sais pas, un truc de boulot, et puis du coup il était en train de régler un problème de boulot et en même temps de faire les courses, et du coup il était complètement distrait, il a complètement zappé, peut-être qu'il a dû se presser, peut-être que c'était les myrtilles surgelées, il a oublié la glacière, j'en sais rien, peu importe. Et là on écrit d'autres interprétations possibles. C'est pas super facile. Parce que notre cerveau, il va continuer à pointer sur je ne suis pas considéré peut-être. Donc si tu n'y arrives pas à cette étape-là, appelle quelqu'un. Appelle quelqu'un et dis-lui, c'est quoi les autres explications possibles de je n'ai pas été invitée, ou elle n'a pas répondu à mon invitation, ou elle a été hyper dure, hyper sèche avec moi, ou voilà, tout ce qui a pu vous déclencher. Quelle aurait pu être une autre interprétation? Une autre explication? Et plus on va faire ça, plus on va s'entraîner à chercher d'autres explications possibles, plus je vais amener de la confiance, et moins à l'avenir je vais être énervée, blessée, etc. Moins je vais être activée en fait facilement. Et qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est en train de faire ça? On est en train d'utiliser la fameuse neuroplasticité du cerveau, ce phénomène de neuroplasticité. Aujourd'hui, on sait qu'on peut changer ces automatismes de notre mémoire implicite. Dan Siegel, il nous dit la neuroplasticité, c'est vraiment la façon dont on peut étudier en fait comment les connexions dans le cerveau changent continuellement tout au long de la vie. Maintenant, on sait que alors le cortex préfrontal, par exemple, hein, cette partie du cerveau là, la plus récente, elle termine de se développer seulement à l'âge de 25-26 ans. Mais même après ça, en fait, le cerveau, il continue à se développer. Le cerveau, il n'arrête pas de se développer après l'enfance ou après l'adolescence ou même après 25-26 ans, une fois que le cortex préfrontal, il est formé. C'est sans cesse en train de se développer. Et une expérience qui est différente, donc à chaque fois qu'on va shifter notre attention, en fait, qu'on va porter notre attention sur quelque chose d'autre, qu'on va trouver d'autres explications, qu'on va faire des expériences différentes, en fait, de comment on avait l'habitude de réagir jusqu'ici, une expérience différente, ça va entraîner ces changements, en fait, des changements dans les voies neuronales. Et plus il y a de nouvelles voies neuronales qui sont actives, plus les neurones, ils se recablent, hein, littéralement, ils recablent leurs connexions les uns aux autres et ils établissent des nouvelles connexions. On dit des connexions synaptiques, donc c'est des nouvelles voies neuronales en fait qui se forment et qui nous permettent de réagir différemment de plus en plus facilement. On peut même faire grandir la gaine de myéline sur les neurones qui sont impliqués dans nos nouveaux schémas de pensée. Ça, c'est incroyable. Moi, je connais la myéline malheureusement de la mauvaise façon parce que mon papa a une sclérose en plaques. Dans les scléroses en plaques, les maladies auto-immunes, c'est cette myéline qui se désagrège en fait. Cette myéline, c'est quoi? C'est une gaine en fait autour de certaines fibres nerveuses. C'est une substance graisseuse. Il y a aussi des protéines, hein. C'est lipidique et protidique en fait. Et c'est une gaine autour des fibres nerveuses et c'est grâce à cette gaine notamment que les informations passent en fait d'un neurone à l'autre. Donc c'est ultra puissant ça en fait. En faisant d'autres expériences et en détournant notre attention de nos anciens schémas de pensée, en nettoyant nos croyances, en adoptant de nouvelles croyances, etc., on fait littéralement grandir la gaine de myéline sur les neurones qui sont impliqués dans les nouveaux schémas de pensée. Donc les neurones qui sont impliqués dans nos nouveaux schémas de pensée, ils vont communiquer l'information de plus en plus rapidement et de plus en plus efficacement grâce à cette myéline qui est de plus en plus présente. Et au contraire, nos anciens schémas de pensée, nos anciens schémas cérébraux qu'on veut plus répéter parce que c'est eux qui nous causent de la douleur émotionnelle, eux, ils seront plus aussi myélinisés. Donc c'est extraordinaire en fait. Et vu que nos nouveaux schémas, eux, ils créent davantage de myéline, et ben ils sont de plus en plus, ils deviennent suralimentés en fait, et ils peuvent fonctionner de plus en plus rapidement et avec une efficacité accrue. Ça, c'est juste
incroyable. Ça veut dire que c'est vraiment comme si on a le pouvoir de prendre comme un petit scalpel à l'intérieur et d'aller changer ce qui se passe dans notre cerveau, quoi. C'est juste incroyable, incroyable. Cette neuroplasticité du cerveau, c'est vraiment une des découvertes les plus excitantes du siècle, je pense. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour shifter notre attention? Justement, on peut faire de la méditation. Alors ça peut être une solution que je ne conseille pas forcément quand on est deep dans l'anxiété. Et ce que je conseillerais, si vous voulez vraiment, si vous savez vers quoi vous voulez aller, faites une méditation ciblée sur quelque chose. J'étais allée il y a quelques années à Bruxelles pour écouter le Dalai Lama, je vous raconte ma vie. J'étais allée à Bruxelles pour aller voir le Dalai Lama et c'était c'est des rencontres comme ça qui sont organisées un peu partout dans le monde par le Mind and Life Institute. Et ça, c'est un institut dont Mathieu Ricard notamment fait partie. C'est un institut qui étudie scientifiquement la méditation, en fait, et la pleine conscience, etc., pour voir comment justement le cerveau change, etc., sous l'effet de la méditation. Ils avaient fait une étude notamment, je me souviens, ça m'avait marqué, avec 2 groupes de méditants, des personnes qu'on a fait méditer tous les jours, alors des novices, pas des moines ou je sais pas quoi, des novices il y a un groupe qu'on a fait méditer tous les jours, juste méditer, et il y a un autre groupe qu'on a fait méditer spécifiquement sur la compassion, donc avec un thème. Et les personnes qui avaient médité sur la compassion, on a vu que les aires du cerveau qui étaient liées à la compassion, voilà, les voies neuronales en fait avaient changé, il y avait eu des changements vraiment à ces endroits précis. Donc si vous savez vers quoi vous voulez aller, voilà, peut-être la gratitude ou la compassion, ou voilà, faites des méditations ciblées comme ça. Ça peut être par contre vraiment intéressant. Voilà, tous les exercices cérébraux qu'on peut faire à chaque fois qu'on refocalise son attention. La technique de reconsolidation de la mémoire, par exemple, qu'on utilise dans le travail avec les parties de soi, que moi je fais en coaching, ça c'est très efficace aussi. Tout ça, en fait, ça revient à vraiment exploiter le pouvoir de l'esprit et concentrer le flux d'énergie et d'informations à un autre endroit, en fait. Donc ce que nous dit Dan Siegel, c'est qu'on peut modifier la structure physique du cerveau en fonction de l'orientation de l'esprit. Donc en fonction de là où on dirige notre attention et notre intention. Donc c'est véritablement, quand j'étais en formation de Psyché, on parlait de l'intention comme un laser, c'est littéralement ça. Donc voilà sur la différence entre mémoire implicite et mémoire explicite. J'espère que ça vous aide à vous dire que non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, à vous déculpabiliser aussi quand vous avez des sensations peut-être que vous comprenez pas trop ou des peurs que vous comprenez pas trop, ou en tout cas que vous ne liez pas à un souvenir ou à quelque chose de conscient. Vous êtes dans la mémoire implicite, ou quand vous réagissez, là je vous ai donné l'exemple des myrtilles, ça arrive à tout le monde, ok. Quand on réagit comme ça de façon disproportionnée, c'est la mémoire implicite qui est à l'œuvre dans toutes ces situations-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a ce phénomène de neuroplasticité du cerveau, qu'on peut changer les choses, et on le fait très bien avec toutes les techniques de régulation du système nerveux aussi, parce qu'à chaque fois qu'on régule notre système nerveux, on est dans une nouvelle expérience, on enseigne à notre système qu'on n'a plus besoin de réagir toujours de la même façon. Donc toutes les techniques de régulation du système nerveux et d'autres pratiques et techniques que j'utilise aussi en coaching, ça se fait très bien. Tu as le pouvoir de changer, tu as le pouvoir de te transformer, et j'espère que tu en ressors convaincu encore plus avec cet épisode. Si tu es intéressé par ce travail, rejoins la liste d'attente pour le coaching. On commence fin octobre, et en attendant, je me réjouis de te retrouver dans un nouvel épisode du podcast très bientôt.